Retour sur le plateau TV d'Imotissimo pour parler d'habitat participatif. Cette émission est proposée par la ville de Lille qui s'est engagée à soutenir des projets depuis 2010. La ville est d'ailleurs membre fondateur du réseau national des collectivités pour l'habitat participatif. Elle souhaite promouvoir ce mode d'habitat dans le cadre d'appels à projets, mais également de manière plus systématique dans les AC et dans les opérations de logement de taille conséquente, en impliquant les opérateurs de la phase de constitution des groupes. Dernier élément de contexte qui est important, le partenariat entre la ville de Lille et l'association Eco-Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais qui a été mis en place pour assurer des missions d'information, de sensibilisation du grand public et d'animation de la dynamique parce qu'il faut absolument faire savoir que cela existe. Pour en parler, j'ai à mes côtés Stanislas Dandievel, qui est conseiller municipal délégué à l'urbanisme et à l'habitat durable. Juste à sa gauche se trouve Odile Guillermo de l'association Eco-Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais. Et face à elle, Violaine Musso de l'association Voisins, etc., qui vient de s'inscrire dans cette dynamique justement et qui nous parlera de ce projet qui prendra forme dans quelques temps. Monsieur Dandievel, peut-être à vous la parole en premier pour faire une définition à peu près de ce qu'on appelle l'habitat participatif, pour que tout le monde comprenne. Oui, donc en effet, l'habitat participatif repose sur une démarche collective et citoyenne qui permet à un groupe d'habitants de s'associer, parfois avec l'appui d'un bailleur social, pour participer à la conception, à la réalisation et à la future gestion au quotidien de leur logement, de leur habitat. Alors, dans l'habitat participatif, il y a également l'idée que les habitants, en s'associant pour coproduire leur logement, puissent réfléchir, par exemple, à des espaces communs qu'ils pourraient partager et qui contribueront à vivre ensemble. Alors pourquoi et comment la ville de Lille a favorisé l'émergence de ce type de projet? Parce qu'il faut, dans le PLU, prendre des dispositions, il faut qu'il y ait du foncier disponible. C'est venu d'où cette envie de pousser les feux dans l'habitat participatif? Alors c'est venu de rencontres d'une part et d'une volonté politique. Rencontres puisque nous avons eu des interpellations de la part d'habitants, de la part de groupes d'habitants, de la part d'associations comme Eco-Habitat Groupé souhaitant promouvoir cette forme d'habitat, et une volonté politique, la volonté politique de dire que au-delà des différentes formes d'habitat qui existent, qui sont le logement classique, une promotion du logement social, il y a ici une voie singulière, une troisième voie si je puis dire, que nous souhaitons promouvoir. Promouvoir pourquoi? Parce qu'elle permet de réaliser des projets assurant mixité sociale, mixité générationnelle, mais aussi vivre ensemble les relations avec le quartier dans lequel ces opérations s'insèrent. Volonté enfin parce que nous avons des sites dans la ville que nous avons mis en place pour lancer ces premiers appels à projets. Donc la méthode a consisté à faire appel à des groupes d'habitants dans le cadre d'appels à projets sur des terrains que la ville possédait et de définir ensemble un cahier des charges et de permettre à des groupes d'habitants de se constituer et de développer effectivement ces projets d'habitat participatif. Il y a eu 2 appels à projets en 2011 et en 2013, c'est ça Tout à fait, 2 appels à projets qui se poursuivent aussi par aujourd'hui une généralisation ou une diffusion en fait des formes d'habitat participatif dans d'autres cadres. J'en reparlerai peut-être dans quelques instants. Odile Guillemot, vous êtes donc représentante de l'association Eco-Habitat Groupé Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes le partenaire de la ville de Lille. Vous êtes là pour, je dirais, entretenir la dynamique. Présentez-moi d'abord rapidement l'association. L'association Eco-Habitat Groupé a été créée en 2012 ou 2013, je crois, regroupant déjà plusieurs groupes d'habitants anciens existants sur le département, et puis des groupes qui étaient en projet, notamment les groupes qui avaient répondu à l'appel à projet de la ville de Lille. Et cette association a été créée dans le cadre d'une dynamique nationale qui a vu émerger beaucoup d'associations régionales depuis ces 3-4 dernières années. Voilà, donc il s'agissait d'une dynamique régionale dans le but d'accompagner les groupes projets, les groupes émergents. Violaine Musso, vous donc présidez peut-être, vous êtes trésorière ou secrétaire de l'association Voisins, etc. Oui, on est tous présidents de l'association, voilà, c'est l'association collégiale. C'est en fait, je dirais, la traduction juridique du groupe que vous avez formé pour un habitat participatif. Oui, voilà, aujourd'hui on est un groupe d'habitants constitué en association. On n'a pas encore notre lieu de vie commun. Notre projet est en cours de montage depuis 4 années maintenant, depuis le début de l'aventure.
Odile Guillemot, l'habitat participatif, c'est pas nouveau, ça existe depuis une petite quarantaine d'années, non? Tout à fait. Il y avait déjà une première vague d'habitat participatif qu'on appelait à l'époque les habitats groupés, dans les années 70-80, qui avait fondé le mouvement MHGA, Mouvement pour l'habitat groupé autogéré, et qui avait vu à l'époque émerger en France une centaine d'habitats qui étaient donc déjà organisés en réseau. Et puis, dans la suite des années 80-90, on a beaucoup moins parlé du mouvement et on a senti que ça intéressait beaucoup moins les politiques. Pendant une vingtaine d'années, on a été très peu interpellés dans ce cadre-là. Personnellement, en effet, je vis dans un habitat groupé depuis 1990 sur un projet qui avait été élaboré pendant 5 ans, entre 85 et 90. Et puis, depuis les années 2005, eh bien, la dynamique est réapparue en France et on s'en réjouit. Monsieur Ndevel, à votre avis, justement, le retour du politique dans le jeu correspond à quoi? En fait, c'est la pression foncière, c'est la difficulté pour les habitants de se loger dans des programmes de promotion privée. Qu'est-ce qui a ramené le politique, alors politique dans le sens politique public, bien sûr, j'entends, hein, le politique vers ces solutions-là? Je pense également qu'il y a la volonté aujourd'hui de promouvoir dans des villes comme Lille, mais je pense que c'est valable également dans d'autres territoires, le logement abordable, c'est-à-dire donner la possibilité à des familles de pouvoir se loger et trouver un habitat qui correspond à leurs besoins, à leurs projets de vie. Donc l'habitat participatif, c'est une façon d'y répondre. Et donc, effectivement, la ville, en encourageant ces formes d'habitat qui peuvent mêler de l'accession sociale à la propriété, du logement locatif social, donne une réponse, effectivement, à cette question du logement et de l'habitat, ce qu'on trouve ici particulièrement à Lille, mais qui s'inscrit dans une politique publique plus générale, qui est celle de la ville de Lille, qui est de promouvoir et de continuer à promouvoir la construction des logements parce que la ville est attractive et qu'on souhaite effectivement faire en sorte que l'habitat en fait de demain soit aussi un habitat qualitatif dans lequel les gens se sentent bien. Les gens se sentent bien, c'est une société qui se sent bien et ça c'est quelque chose d'important pour le politique. Voilà, on rentre très vite dans l'aspect sociétal des choses, le lien social, la dynamique de groupe. Alors on a bien sûr Odile qui habite depuis 90, c'est ça? Oui, depuis 25 ans. 25 ans, et puis Violaine qui va rentrer dans ses murs peut-être dans un an? Une bonne année au moins. Une bonne année, le premier coup de pioche est prévu pour dans 3 mois, donc voilà, on va dire un an et cet demi. été. Alors j'aimerais vous entendre toutes les deux sur, peut-être Odile d'abord, peut-être pour comprendre quelles sont les bonnes recettes pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Je pense qu'il n'y a pas de recette pour que ça fonctionne parce que chaque groupe est différent. Chaque groupe est une expérience humaine et une aventure humaine différente et effectivement, il n'y a pas de recette. Par contre, on peut repérer quelques ingrédients. Voilà, tout à fait. On peut repérer quelques ingrédients qui vont permettre à un groupe de se constituer. Il faut déjà savoir que c'est toujours une expérience longue. C'est très long de constituer un groupe. Et réaliser un projet, c'est toujours entre 2 et 5 ans. On en parlera tout à l'heure, mais c'est effectivement souvent un écueil, la durée. Et puis, pour constituer un groupe, les habitants se rencontrent et puis vont devoir d'abord dessiner quels sont le projet collectif. Qu'est-ce qui contient le projet? Et très vite, on se rend compte qu'il faut écrire une charte, constituer une charte ensemble qui va résumer souvent en quelques lignes les valeurs importantes qu'on va vouloir partager. Et là, on se rend compte que déjà, le groupe autour d'une charte va se constituer parce qu'il y a des gens qui éventuellement vont s'éloigner. Par exemple, des gens qui ont envie de faire quelque chose de du maraîchage bio et puis rien d'autre. Et selon la tonalité que l'habitat va vouloir donner, les familles vont pouvoir se rapprocher ou s'éloigner du projet et puis ensuite construire leur programme. Alors ça prend beaucoup de temps parce qu'en effet, c'est une construction participative, partagée. Donc on se donne le temps que les décisions soient prises au consensus. Donc ça nécessite beaucoup d'écoute par rapport à chaque sujet qui doit être abordé. On prend le temps que chacun exprime son point de vue afin de faire cheminer le consensus et on arrive à des prises de position et des prises de décision qui sont très mûries, qui sont matures et qui permettent d'avancer et de franchir étape par étape dans le projet. Mais ça prend du temps. Ça peut être un groupe d'amis ou de copains, ça peut être un lieu qui rassemble plusieurs je dirais, candidats à l'habitat participatif. Ça peut être aussi des gens qui ne se connaissent pas et qui vont tout construire. Tout à fait. Les 3 choses sont possibles. Parfois, ça peut être un groupe de copains qui, au départ, va motiver l'initiative du projet, mais ça peut être aussi quelquefois un lieu.
C'est le cas des appels à projets. Les appels à projets lancés par les villes qui proposent du foncier vont être l'occasion à des candidats de se rencontrer et parfois souvent d'avancer sur un projet. On va voir, si vous le voulez bien, si le réalisateur veut bien nous montrer la petite carte qu'on a vu passer tout à l'heure et qui montre ce que la ville de Lille a impulsé. Voilà. Donc ça, c'est les projets. Monsieur Dandiéville, c'est les projets qui sont en cours, donc 4 en diffus et 3 en ZAC, pour un potentiel d'environ 100 logements. Oui, ça, c'est les résultats. On va dire, voilà, quelques mots. Donc, il y a effectivement les projets qui ont été lancés dans le cadre de l'appel à projet, Habitat participatif, sur des terrains qui appartenaient à la ville de Lille, avec la constitution de groupes et des projets qui suivent leur cours. Et à la fois, aujourd'hui, on a souhaité intégrer des projets dans les opérations d'aménagement. Dans la ZAC Pépinière, il y a actuellement un groupe qui est en train de se constituer en articulation avec un promoteur qui n'a pas démarré le dessin d'architecture du bâtiment, mais fait appel au groupe pour co-définir le projet. Il y a une opération qui va bientôt démarrer à Fivcaille. Fivcaille, c'est le grand site de l'ancienne usine de Fives qui fait l'objet d'un grand projet de renouvellement urbain et de constitution, de transformation de l'usine en quartier extrêmement attractif et durable. Et il y a également un autre projet dans le quartier de Lille Sud, dans le secteur de Arras Europe, en pleine métamorphose, où là, c'est avec un bailleur, Villogia, un groupe est en train de se constituer, à la fois pour de l'accession à la propriété et à la fois pour du logement social. Donc moi, je fais un petit peu de la publicité sur ces projets également qui sont portés dans le cadre de ces opérations d'aménagement, au-delà des projets initiés par la ville de Lille, parce que ce sont des opportunités effectivement pour les personnes qui s'intéresseraient à l'habitat participatif. Et on continue, il y a d'autres appels à projets qui continueront, mais pour l'instant, nous en sommes step by step. Step by step. J'ai voulu cet aparté pour justement bien illustrer que des projets existaient et qu'on ne parle pas de... Alors je vais être un petit peu provocateur, on ne parle pas, je dirais, de mode et de tendance bobo, on parle de vrais projets, de choses qui sont dans la vraie vie. Violaine, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers un projet d'habitat participatif? Peut-être un peu raconter la genèse? Oui, la genèse, c'est juste avant la parution de l'appel à projet en fin 2011 par la ville de Lille. C'est un petit noyau de quelques amis, de la trentaine, qui se pose la question de comment vivre en ville, de continuer à y vivre. On était, pour la plupart, pas du tout propriétaires encore, plutôt bien logés en centre-ville, et puis en se disant, les loyers sont chers, acheter c'est souvent cher. Nous, on se revendique urbain, on n'a pas forcément envie d'aller loin de la ville, mais comment vivre aussi avec plus de voisinage, de solidarité, comment partager des choses. Donc on rêvait comme ça sur un vieil immeuble à racheter pour y construire plusieurs logements. Et comment vous êtes arrivé jusqu'à l'appel à projet et comment vous êtes... Il y a un peu une synchronisation, c'est-à-dire il y avait ce noyau et cette réflexion, mais qui était un petit peu dormant, il ne se passait pas grand-chose. Et quelques mois plus tard, il y a eu la parution de l'appel à projet, je crois en septembre 2011. Et là, ça a fait complètement tilt. C'était c'est pour nous, en fait. Cet appel à projet a été écrit pour nous. Il correspond complètement à une dimension projet dans laquelle on avait envie de rentrer. Et du coup, ça devenait beaucoup plus concret parce qu'il y avait des terrains qui étaient en jeu. Donc, on pouvait aussi se dire... on va habiter à se tel projeter. endroit. On veut habiter à tel endroit. Bois Blanc, Moulins, Oisem. Et très vite, on s'est positionné sur un terrain sur le quartier de Bois Blanc qui nous a plu parce qu'il y avait vraiment une centralité de quartier, de vie de quartier, vie un peu de village à Bois Blanc. Et en même temps, il avait une âme, il nous a plu et on s'est dit, allez, go, on fonce sur ce terrain. Alors, Odile me disait backstage, en off et en préparant l'émission, qu'à Lille, il y a eu donc 2 appels à projets. On a vu 7 sites, peut-être un certain nombre de candidats, je ne sais pas, une douzaine, un peu plus. Bon. Et vous me disiez, à Paris, il y a eu 3 appels à projets. Et là, il y a eu presque 300 candidats par appel à projet. C'est aussi... Et je veux en venir là, la grande problématique du foncier disponible. C'est-à-dire que ça, c'est possible encore dans des villes où il reste du foncier. À Paris, ça paraît presque... c'est anecdotique presque, on va dire. Donc c'est pour souligner effectivement que beaucoup de villes, de grandes métropoles, ont encore du foncier disponible pour le faire. Je voulais, avec vous, Violaine, voir un petit peu ce à quoi vous vous attendez. Parce que finalement, vous allez devenir copropriétaire. Alors, comme disait
notre élu coproducteur, mais après copropriétaire. Comment ça va se passer ? Si tout va bien, on a quand même façonné le projet à notre image, même s'il y a encore des points, des petits points, on va dire, encore en cours de Lesquels, réglage. par exemple ? Sur l'aspect juridique et le financement de nos espaces partagés, qui reste encore un petit peu un delta. Chaque jour ça se précise. Du coup, ça va être un montage de SCI, donc on va être propriétaire de parts de SCI et d'un logement en copropriété de manière beaucoup plus classique. Oui, la loi Allure a d'ailleurs permis d'avoir de nouveaux statuts juridiques dans le cadre de l'habitat participatif. De nouveaux statuts sont créés, en effet, la société d'autopromotion et d'attribution et les coopératives d'habitants. Ça facilite bien évidemment la dynamique. Oui, disons ça offre un panel plus large pour en fait l'envie des groupes à s'investir dans l'habitat participatif. Dans le cadre de la coopérative d'habitants, dont le statut a été consolidé par la loi Allure, effectivement, c'est une propriété collective, c'est une propriété de part dans une société pour les habitants et un statut de locataire pour ceux-ci. Dans le cadre de la société d'autopromotion et d'attribution, c'est un modèle qui est plus proche de l'accession à la propriété. Bon, ça permet aussi d'organiser toute une série de choses liées à la vie collective et à la gestion, mais il y a aussi la formule telle que celle qui est ressortie des premiers appels à projets, où il y a le montage, comme vous le disiez, du NCI, complété avec une maîtrise d'ouvrage déléguée à un bailleur social pour la construction, et qui permet, avec la définition de la charte que vous évoquiez tout à l'heure, de faire ensemble que le projet puisse sortir. L'essentiel, c'est que le projet d'habitat participatif puisse sortir et corresponde aux valeurs des habitants. Et pour ce qui concerne la ville qui a lancé ses appels au projet aussi, à l'état d'esprit, aux critères, aux valeurs que nous avons mis aussi en avant pour promouvoir ce mode de développement ouvert sur son environnement et favorisant effectivement le vivre ensemble et le plaisir d'habiter pour les habitants. Oui, la charte, c'est un petit peu le règlement de copropriété avant l'heure, on va dire, même si on ne peut pas comparer les deux. Odile, sur la vie, vous, ça fait donc 25 ans, 10 logements, je crois. 10 logements, en effet, oui. Parce que la vie, malheureusement, nous confronte à des aléas, des divorces, des décès, des mutations. C'est aussi un des enjeux, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Alors on est dans un projet, c'est bien, on arrive, on est très enthousiaste, mais bon, la vie change les choses souvent. Comment ça s'est passé chez vous en 25 ans ? Mais bien sûr, la vie se passe comme ailleurs, avec ses aléas, ses difficultés et ses joies. Chez nous, sur 10 familles d'habitants, il y a eu 4 renouvellements en 25 ans. C'est relativement peu. Ça traduit aussi le fait que c'est un lieu de vie qui est apprécié par ses habitants, qui ne souhaitent pas, a priori, le quitter. Et qu'est-ce qui se passe s'ils veulent le quitter, justement ? Il faut trouver un remplaçant ? Bien sûr, voilà. Oui, s'ils veulent le quitter, il faut trouver un remplaçant qui soit motivé pour venir dans ce lieu de vie avec des particularités quand même importantes. Je dirais quand même que le cœur de l'habitat participatif, c'est les espaces partagés. Les espaces partagés, c'est ce qui est très fédérateur. Les espaces partagés, ils ont été construits, conçus et imaginés par les habitants. Ça peut être quoi, par exemple ? Alors, ça peut être quoi ? Eh bien, chez nous, par exemple, nous avons une maison commune qui contient une grande pièce à vivre polyvalente, qui est un salon plutôt agréable, avec des fauteuils et une cheminée feu de bois, un coin cuisine. Très souvent, il y a une laverie. Chez nous, on a une laverie collective, ce qui permet à chacun d'économiser des mètres carrés chez soi. On a des machines à laver et des sèche-linges collectifs, pour ceux qui le souhaitent. On a également une chambre d'amis. Encore une fois, c'est une économie de mètres carrés chez soi. C'est comme une prolongation de nos logements individuels, mais dans la maison commune, on a une chambre d'amis qu'on peut utiliser à l'occasion. Voilà, donc ensuite, les choses partagées, il y a des habitats groupés dans lesquels on trouve des ateliers, par exemple, partagés. Très souvent, bien sûr, les garages à vélo, le jardin. Le jardin est un très grand espace partagé, dans lequel il y a également un petit coin potager, auquel ne participe pas tout le monde. C'est seuls les quelques habitants qui ont envie de s'y investir. On a un compost partagé, on a des fils à linge partagés, etc. Donc tous ces espaces partagés sont très fédérateurs et c'est quand même le cœur, l'âme de l'espace de l'habitat groupé. Violaine Labois-Blanc, qu'est-ce que vous avez prévu ? Nous, oui, il y a des choses qu'on retrouve. Un foyer, une pièce commune qu'on appelle le foyer qui sera polyvalente aussi et qui nous permettra de nous retrouver entre voisins, entre habitants, mais aussi avec le quartier. Donc on l'a voulu à l'interface entre
notre chez nous et la rue et le quartier, donc vraiment ouverte sur la place publique et le quartier des Bois Blancs. Et on voudrait aussi pouvoir ouvrir cet espace à des activités ou à des temps à d'autres voisins, au-delà de notre groupe. Par exemple pour l'aide aux devoirs ou pour des événements, une soirée cinéma, etc. Sinon, on aura aussi une chambre d'amis partagée. Ça, c'est important quand il y a les copains, les parents qui viennent. Voilà, surtout en ville, on a rarement... Bon, il faut quand même bien tenir l'agenda. Quand même, hein, parce que voilà, il sinon, faut peut y tenir avoir, l'agenda pour les scopage. périodes de pointe pendant les vacances ou à Noël. Et puis, et voilà, une petite cave, des espaces de stockage et une petite laverie aussi. Quelles économies vous avez vous allez réaliser? Alors, vous l'avez quantifié, ça? Sur nos des petites économies de mètres carrés, mine de rien, qui coûtent cher quand même aussi en ville, hein, sur la laverie qu'on n'aura pas chez nous, la chambre d'amis. Voilà, on a vraiment fait l'exercice, hein, ça faisait aussi partie de l'envie des habitants d'avoir des habitants. Enfin, on a chacun notre logement propre, hein, pour préserver l'intimité de la vie de famille, mais ces logements sont plutôt pas très grands. Enfin, voilà, c'est-à-dire pour une famille de 4 avec 2 enfants, c'est plutôt autour de 70-80 mètres carrés, ce qui n'est pas excessif. Pour pouvoir justement faire ces économies aussi d'espace, d'échelle, d'être vraiment dans un logement compact et pour pouvoir partager et s'offrir du coup cette salle commune, avoir un jardin en ville, même si on est... qu'on ne pourrait pas forcément... Qu'on ne pourrait pas s'acheter ou se... Odile, voilà. Parmi les économies, il y en a qui sont substantielles quand on fait un projet d'habitat participatif, c'est les frais de commercialisation, par exemple. Tout à fait. Je pense, plus particulièrement dans le cadre actuel de sociétés de promotion immobilière qui vendent du logement. Dans ce contexte-là, on peut dire qu'aujourd'hui, un groupe qui construit son propre immeuble, eh bien, les frais de commercialisation sont totalement n'existent pas. Donc, par rapport au prix de la promotion classique, il y a déjà une économie de l'ordre de 8 à 10%. C'est énorme, les frais de commercialisation, hein, puisque le groupe, les clients sont là. C'est les clients qui vont démarcher le constructeur. Voilà. Et sinon, après ça, dans tout programme de construction, un groupe qui est en autopromotion, un groupe d'habitants qui se met en autopromotion, il y a bien sûr des économies d'échelle. Et nous, à l'époque, chez nous, nous avions calculé, il y a 25 ans, que les locaux communs ont été financés par l'économie d'échelle qu'a été de suivre nous-mêmes notre chantier et de le... Et comment vous choisissez donc l'architecte, le maître d'œuvre? Est-ce que vous suivez le chantier? Alors, tout est possible. Tout est possible. Choisir, bien sûr, nous, à l'époque, nous avons choisi notre architecte. Nous en avons rencontré 3 et choisi un qui habitait Villeneuve-d'Ascq, qui n'avait jamais fait d'habitat participatif. Et ça a été une découverte commune magnifique. Il a réalisé quelque chose de très beau et il a beaucoup aimé cette expérience. Et puis ensuite, suivi le chantier. Oui, nous, à l'époque, nous avons totalement suivi le chantier en partenariat avec l'architecte et avec la société HEN, Habitation économique du Nord, qui, donc, à l'époque, on avait fait un contrat avec elle pour qu'elle préfinance l'opération. Donc, conjointement, elle assurait le suivi financier de l'opération, mais conjointement avec nous, ça a été vraiment de la promotion partagée parce que nous, les habitants, nous avons assisté à toutes les réunions de chantier, tout l'appel d'offres, l'ouverture des plis, la signature des marchés, tout le suivi financier. On avait tout suivi conjointement avec la société HEN. Ça avait été une très belle aventure. Ah oui, j'imagine. C'est pareil pour vous? Vous avez dû l'éteindre. C'est pas grave. Il faut que le bouton soit vert. Nous, on a pour le portage du projet un bailleur social en fait qui joue le jeu avec nous de l'aventure de l'habitat participatif et qui se positionne un peu aussi comme un pionnier dans cette aventure. Donc on a un montage particulier parce qu'on va produire de l'accession sociale en logement participatif. Donc c'est nouveau pour nous, pour le bailleur, pour la ville. Voilà, on est dans quelque chose de complètement expérimental. Et donc, il y a eu le recrutement d'un maître d'œuvre, d'un architecte en 2013 qui, par une procédure, on va dire, traditionnelle des voies d'appel d'offres. Hein, mais on a pu assister à ce recrutement, le choisir, l'auditionner et travailler de manière complètement intime et proche. Donc là, dans une manière pas du tout traditionnelle. Et vous avez été accompagné quand même par la ville, oui. Par la ville aussi. Deux mots de cet accompagnement. La ville aussi nous a aidé à assister justement dans le choix de ce maître d'œuvre quand il a fallu choisir le bon architecte qui allait nous accompagner. Donc nous, on était aussi une voix en tant que futurs habitants, aux côtés du bailleur qui reste le maître d'ouvrage jusqu'à la remise définitive de nos clés, jusqu'à la fin. La ville aussi était, on va dire, une forme d'assistance et de conseil à ce moment-là. Le CAUE du Pas-de-Calais également nous a
à aider aussi les habitants dans une acculturation au vocabulaire de l'architecture. Qu'est-ce que c'est vraiment le travail de l'architecte, comment on va parler de nos surfaces, de nos mètres carrés. Voilà, donc il y a eu tout un travail un peu de pédagogie parce que beaucoup d'entre nous, des habitants, n'étaient pas... Pour devenir non pas auto-entrepreneur, mais auto-promoteur. Voilà, ou un nouveau vocable. Pouvoir concevoir son logement. Monsieur Zandievel, comment aller plus loin? 7 projets, 2 appels à projets et puis 7 projets en cours. Comment aller plus loin? Vous avez une mandature qui a encore un peu de temps là devant vous, 2020, donc il y a encore du temps pour faire des choses. Comment aller plus loin? Comment augmenter le volume d'habitat participatif concrétisé? Alors, deux choses là également, c'est-à-dire que à la fois il faudra mesurer le succès et mesurer aussi la réussite des projets qui sont engagés. Et aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être encouragés par la qualité des projets qui ressortent. Moi, je tiens à souligner la qualité architecturale de ces projets. Et c'est assez étonnant sur la manière de vivre en ville aujourd'hui. Donc, évaluation. Voilà, donc évaluation. Et puis après, diffusion. Je pense que c'est vraiment le rôle aujourd'hui de la ville de Lille. C'est diffusion à la fois sur le foncier que la ville ou la métropole européenne de Lille pourrait mettre à disposition. La métropole s'intéresse d'ailleurs. Quelle part 10%, 15%? C'est pas 10%, 15%. On n'est pas sur des chiffres. Je pense qu'il faut que ça corresponde aussi au public, aux citoyens, aux habitants qui ont envie de s'engager dans ce type de démarche. Donc évaluation, diffusion et élargissement aussi des formes d'habitat participatif, comme je vous l'ai indiqué. Je pense qu'avec la loi Allure et les dispositifs de sécurisation qui ont notamment été permis grâce au travail parlementaire d'Audrey Linkenel, qui était sur ce plateau ce matin, donc députée lilloise. Je pense que effectivement aujourd'hui tous les outils sont là pour pouvoir promouvoir, développer l'habitat participatif. Et il faut aussi, et c'est aussi une deuxième chose que je souhaite dire, c'est que le milieu de la promotion, le milieu des bailleurs sociaux, moi je les invite à aller regarder ce qui est en train de se passer en matière d'habitat participatif. Et je pense aussi que ça peut aussi amener à une réflexion sur la façon de construire, la façon de produire le logement demain, en associant sans doute plus les usagers, les futurs habitants, avant de développer un programme immobilier conçu parfois un petit peu trop comme produit et peut-être pas suffisamment comme logement et comme habitat. Odile, un mot de conclusion, peut-être de commentaire sur ce qui vient d'être dit, l'avenir de l'habitat participatif. Vous, bien sûr, vous êtes partie prenante. Donc, bien sûr, je rejoins tout à fait ce que disait M. Zandievel. Produire du logement, c'est produire des lieux de vie avant tout. Voilà. Et qui dit le lieu de vie, dit de s'interroger sur la façon dont les citoyens vont s'organiser, vont vivre ces lieux. À l'heure actuelle, quand on parle d'urbanisme, on envisage de réaliser des écoquartiers parce qu'on a le souci aujourd'hui de la qualité environnementale. On a le souci de pouvoir favoriser la mixité générationnelle, la mixité sociale. On a le souci de pouvoir accompagner le citoyen à une meilleure responsabilisation de là où il vit. Et je pense que tout ça, c'est des choses qui trouvent une grande résonance dans l'habitat participatif. Merci à tous les trois d'être venus ici sur ce plateau nous parler d'habitat participatif. Donc si ça vous a donné envie, il n'y a qu'à prendre contact soit avec l'association Ecohabitat Groupé, soit avec la ville, la mairie de Lille. Et puis on espère que dans quelques années, on aura encore plus de projets. Si, comme vous le disiez, l'écho est favorable et l'évaluation est positive. Merci à vous. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission ici sur le plateau TV d'Imotissimo.